Le karaoké, c'est un truc d'asiate. On va voir ça. Moi, c'est Clara. Je veux comprendre pourquoi certains clichés sur les Asiates existent, alors je les essaye pour voir si c'est vrai. La dernière fois, j'ai voulu savoir si j'avais des prédispositions particulières pour le ping-pong, mais visiblement, pas trop. Bon, aujourd'hui, j'espère que je serai un peu meilleure au karaoké. C'est vrai que c'est pas le premier cliché auquel on pense quand on parle de la communauté asiate, mais il existe quand même. Donc on va voir ensemble comment le karaoké est devenu un vrai objet de pop culture, avec quand même un fort ancrage en Asie de l'Est, que ce soit pour ce qu'il représente culturellement ou pour l'étiquette d'activité exotique qu'on lui a collée. Et pour ça, je suis à Koke Koko, un bar karaoké dans le premier arrondissement avec plein de salles différentes à thème. L'ADA, c'est des ambiances inspirées du Japon, parce que le karaoké, à l'origine, ça vient de là-bas. Lui, c'est Daisuke Inoue, un musicien japonais plutôt moyen qui jouait de la batterie dans un groupe de musique quand il était au lycée. Même s'il a jamais su lire une partition, il aimait tellement entendre et créer de la musique qu'il apprenait par cœur les morceaux et s'entraînait encore et encore jusqu'à réussir. Et une fois diplômé, il s'est lancé pendant 9 ans dans une carrière de batteur dans un cabaret, avant de se dire qu'il pourrait jamais jouer aussi bien que quelqu'un qui était naturellement doué. Mais il a pas arrêté la musique, il a juste changé d'instrument. Il a remarqué que dans les bars, les gens aimaient de plus en plus chanter en live, avec une guitare ou un clavier pour les accompagner. Donc Daisuke, il a senti le bon filon et s'est mis au clavier. Et c'est reparti, il a appris des centaines et des centaines de morceaux pour pouvoir les rejouer dans des clubs de nuit locaux. Et il est devenu Ikikatari, un musicien en freelance qui joue les versions instrumentales de chansons pour pouvoir les jouer dans des bars, des cabarets ou des clubs en s'adaptant aux envies mais surtout à la sobriété des clients. Voilà, on voit que le karaoké, même s'il n'était pas encore officiellement né, c'était déjà un loisir assez populaire. Il y avait même une émission américaine dans les années 60 qui s'appelait Sing Along with Mitch avec le producteur et chanteur américain Mitch Miller qui reprenait des chansons de films et de spectacles de Broadway avec un chœur et les paroles affichées en bas de l'écran. Et en vrai, Daisuke, c'est pas vraiment le seul, ni vraiment le premier à avoir eu l'idée. Avant lui, en 1967, il y a un ingénieur japonais qui s'appelle Shigeishi Negishi qui a inventé un prototype qui s'appelle la Sparko Box, mais il l'a jamais breveté. Et plus tard, en 1975, l'entrepreneur filipino Roberto Del Rosario, lui, a breveté sa machine qui s'appelait le Sing-Along System. Mais même avec cette histoire de brevet, Daisuke est quand même resté crédité comme l'inventeur officiel du karaoké. Donc, lui et son groupe jouaient dans des clubs de nuit locaux, et un jour, le patron d'une petite entreprise sidérurgique lui a demandé de l'accompagner dans un voyage pour qu'il puisse jouer pour lui. Parce que Daisuke il jouait lentement et ça arrangeait le patron qui chantait pas trop dans le tempo et qui voulait impressionner un client à lui. Sauf que Daisuke il pouvait pas quitter son job, donc il s'est enregistré et il a donné la cassette au patron, qui a pu chanter à sa manière le répertoire de Frank Nagai, un baryton japonais assez connu à l'époque. Du coup, bien joué de la part de Daisuke qui a été payé en allant même pas sur place. Et c'est là qu'il a eu l'idée. Si des patrons comme celui à qui il avait vendu la cassette pouvaient chanter avec des accompagnements préenregistrés, alors pourquoi pas des gens plus modestes dans des bars qui avaient des jukebox? Donc avec une autoradio, une machine à pièces, un amplificateur et un micro, il a créé sa première machine à karaoké avec son groupe. Et ils ont installé ça dans plein de bars à Kobe en 1971. Et à l'époque, ça s'appelait le Duke 8. Voilà, le karaoké était né du japonais kara qui signifie vide et okesodora, le mot presque transparent pour orchestre. Cet orchestre vide, il a été pensé et créé pour être accessible aux gens, leur permettre de briller et d'être la star dans un pays où règne le conformisme et la rigueur. Et si le concept résonne avec les valeurs japonaises de l'époque, il a aussi réussi à transcender les frontières et les décennies. Il s'est exporté dans les pays voisins en devenant le Noraebang en Corée du Sud et le KTV en Chine, à Hong Kong, à Taïwan et à Singapour. Après, c'est plutôt logique parce que les habitudes comportementales de ces sociétés sont assez similaires, avec une certaine pudeur sociale qui est valorisée, autant que la notion de collectif ou de tisser des liens en groupe. Du coup, le karaoké devient une façon socialement acceptée de s'amuser et d'extérioriser en chanson, même si là aussi résonne l'écho d'un cliché. Les Asiates n'auraient pas d'émotions ou les Asiates ne sauraient pas montrer leurs émotions, je me dis mais ils m'ont jamais rencontré en fait. Genre, et moi comme plein d'autres, je pense que c'est à la fois vrai et à la fois faux. Je me dis toujours que les clichés viennent jamais de nulle part totalement. Je pense que la génération de nos parents a dû effectivement taire énormément de choses parce que ils étaient dans la survie, ils n'étaient pas dans l'entertainment, etc. Il y a une chose. Je pense qu'il y a une forme de pudeur aussi quand même dans nos cultures. Et je crois au contraire que c'est pas que ces gens-là n'ont pas d'émotions ou que ne savent pas le montrer, je pense que c'est que les gens ne savent pas les lire. Et ça change tout en fait. Quand tu comprends en fait que ce n'est pas que les gens ne montrent pas, mais c'est que c'est ultra subtil la façon de montrer nos émotions, c'est là que tu comprends plein de choses. Et que tu comprends que les émotions se lisent aussi à travers des silences, les émotions se lisent aussi à travers des gestes, à travers des regards. Et c'est des choses qui sont un peu moins peut-être mises en avant par, en tout cas, nos cultures occidentales, qui sont plus tournées vers l'extérieur.
qui sont plus extravertis. Et voilà, mais c'est comme si tu disais que les personnes introverties ressentaient rien. Enfin, ça n'a pas de sens. Effectivement, les cultures asiatiques ont, à travers cette caractéristique-là, créé des sas ou des bulles d'expression pour pouvoir lâcher les choses. Et ouais, le karaoké en fait partie. Elle, c'est Thérèse, une chanteuse asio-descendante qui mêle son art et son histoire. Et on a parlé ensemble de ce que ce cliché évoque pour elle, et comment ces représentations ont pu parfois se retrouver sur son chemin. Je m'appelle Thérèse, mais je m'appelle aussi Claudia Maniseng, Linfu Sien, et mes parents m'appellent Pao Pao. Donc ça donne un peu des indications sur qui je suis, si vous connaissez un petit peu l'Asie. Et je suis à moitié chinoise, Tétiou, par mes deux parents. Ma mère est à moitié viette et à moitié Tétiou, chinoise donc. Et mon père est à moitié Tétiou, chinois, et à moitié Lao. Je me suis rendu compte à travers mon parcours que toutes mes intersectionnalités, c'est-à-dire le fait d'être une femme de plus de 30 ans, d'origine asiatique, queer et en plus malade, faisait que j'avais plein de plafonds de verre ou de bambou, que sais-je, parce qu'on leur invente plein de noms, qui font que c'est difficile. Et ce qui s'est passé, c'est que malgré tout, dans cette petite carrière que j'ai eue depuis que j'ai commencé, je me suis rendu compte que j'avais réussi à un moment donné à micro-percer sur une étape clé qui était la sortie de ma chanson chinoise pour l'interrogation en Corée. Ce qui fait que le karaoké a aussi bien pris en Asie de l'Est, c'est que les machines étaient installées directement dans des bars, et comme ça les gens avaient besoin d'aller qu'à un seul endroit pour sortir. D'ailleurs, ici aussi on retrouve une carte inspirée du Japon. Et maintenant on est loin des cassettes, on a juste à choisir les chansons sur des tablettes avec un énorme répertoire. C'est ça aussi qui a fait que le karaoké a réussi à perdurer. Déjà à l'époque, il a réussi à évoluer avec son temps, en partie grâce aux entreprises qui sont emparées de l'invention. Les cassettes ont changé pour des CD et un système de notation a été ajouté, avec comme critère la justesse, le tempo et le rythme. Un peu comme un Just Dance mais version vocale quoi. Un écran avec les paroles est apparu, mais aussi des espaces dédiés, les karaoké box. Et même certains taxis étaient équipés pour que leurs clients puissent continuer à chanter. Et l'appareil s'était aussi installé dans des foyers pour animer des soirées entre amis ou en famille. Grâce à ça, la pratique s'est étendue à tous les genres, les âges et les professions. Le karaoké avait complètement changé la vie nocturne d'Asie de l'Est et il allait pas tarder à conquérir de nouveaux publics. Il y a plein de films et de séries qui mettent en scène des sessions karaoké, mais parfois c'est tourné comme une activité un peu cringe ou exotique, ce qui peut clairement influencer l'imaginaire collectif autour du karaoké. Pourtant, quand l'activité s'est exportée avec les diasporas et notamment les expats japonais, elle a aussi été popularisée auprès des locaux. En même temps, ça collait plutôt bien avec des traditions locales déjà installées, comme le fait de chanter dans des pubs, des festivals ou même au travail, qui représentaient les pôles majeurs de la vie communautaire en société. Ces moments où les gens chantaient à plusieurs et en public, ça a clairement aidé le karaoké à trouver sa place dans la culture d'après-boulot. Et selon les pays, certains groupes sociaux se sont même appropriés le karaoké, comme un moyen d'affirmer une identité partagée liée à des centres d'intérêt communs. Chanter, c'était plus forcément pour accompagner un effort comme dans les champs de travail, ni pour célébrer un événement comme le font les supporters, mais vraiment juste pour le plaisir. Par exemple, on retrouve la pratique du karaoké chez des ouvriers anglais ou des vacanciers italiens. Oui, parce que c'est aussi avec l'essor et la valorisation de la musique populaire, notamment à travers des compétitions de chant qui ont pu mettre en avant la capacité à reproduire fidèlement une œuvre originale ou alors la performance. Du coup, le karaoké s'insère dans des pratiques culturelles déjà existantes de chant social, comme une nouvelle forme de loisir auquel des institutions bien implantées comme des bars, des pubs ou alors des clubs de vacances se sont intéressés pour renouveler leur propre offre de loisirs. La culture était déjà là, seule la technologie a été inventée et importée. Sauf que c'est pas autant enraciné dans les habitudes occidentales. Et pour ça, il y a plusieurs raisons. Le karaoké, c'est socialement codifié. Soit c'est pris au sérieux et applaudi quand c'est réussi, soit c'est drôle parce que c'est raté, mais c'est pas si grave. Donc pas de jugement ni de lancer de tomates quand il y a une fausse note. Sauf qu'en Occident, ce qui revient souvent avec le karaoké, c'est la peur d'être jugé par les autres. T'as ceux qui vont chanter direct sans se poser de questions, ceux qui préfèrent attendre un peu et y aller à deux ou à plusieurs, et ceux qui préfèrent s'asseoir et écouter. D'habitude, je suis plutôt de la team à attendre un peu, mais là vous allez voir que j'ai pas trop eu le choix. En fait, tout ça s'explique surtout par la différence sur la manière dont chaque société perçoit l'individu et le collectif. Bon, pour le lien entre le karaoké et les valeurs collectivistes en Asie, on en a déjà parlé dans le premier chapitre. Mais là, on va plus se pencher sur le rapport à l'individu en Occident. Et ça, en vrai, ça vient pas de moi. C'est ce que le professeur Casey Mankonglum, spécialisé entre autres dans la culture sino-américaine, appelle le dilemme du karaoké. Vous allez voir, c'est super simple. Quand on va au karaoké, d'un côté, on a envie de rester tranquille et discret, mais de l'autre, on a aussi envie de se montrer un peu et de briller. Et face au regard des autres, on hésite. Est-ce qu'on se protège ou est-ce qu'on prend le risque de s'exposer? Et dans ce dilemme, la relation et surtout la confiance qu'on a dans le groupe, elle est primordiale.
Sentir qu'on y appartient, ça donne un sentiment de sécurité et de soutien suffisant pour encourager à ce qu'on participe. Et le karaoké, ça demande un esprit de groupe, mais aussi de mettre un peu son ego de côté quand on chante pas très bien. Et en Asie, comme c'est socialement accepté, c'est plus simple pour eux et c'est même un moyen libérateur de relâcher la pression sans que ça remette en question leur place dans le groupe. Alors que dans des cultures plus individualistes comme les anglo-américains, c'est moins une individualité qui s'exprime avec le groupe, mais plutôt qui s'y confronte. Et ça montre qu'on accorde plus d'importance à l'individu et à son image personnelle plutôt qu'au groupe. Chanter devant les autres, c'est vu comme une vraie performance, avec un public en face qui participe rarement, sauf pour y réagir. Au karaoké, même quand on veut juste être soi, on n'est jamais vraiment seul. Et c'est un peu pour toutes ces raisons que cette activité reste perçue comme fun et exotique, mise en avant dans le top des activités à faire en Asie de l'Est. D'ailleurs, Thérèse aussi a parfois été confrontée à ces étiquettes. Quand je me présentais aux gens, en tant qu'artiste, chanteuse, etc., souvent les gens me demandaient « tu fais de la K-pop ?» Et oui, c'est vrai que j'ai une DA assez colorée et tout, et j'ai l'impression que de façon un petit peu mécanique, les gens associent les couleurs à quelque chose de kawaii, enfin de mignon, de très jap, etc. Et je ne nie pas être influencée, consciemment ou inconsciemment par ça, mais je pense pas du tout que ce soit mes influences principales. Moi, j'ai beaucoup plus été influencée par les cultures afro-américaines, en vrai, qui sont aussi extrêmement colorées, mais comme j'ai un faciès asiatique, bah, d'un coup, on va m'associer directement plus à la Corée et au Japon, alors que je suis originaire d'Asie du Sud-Est, que à une vibe plus hip-hop qui finalement m'a plus inspirée. Et ça crée des choses un petit peu étranges parce que moi, ça m'a presque finalement, à une période de ma vie, éloignée des cultures japonaises ou coréennes, etc., par rejet, parce que je voulais pas qu'on m'assimile directement à ça, alors qu'en vrai, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui sont géniales qui viennent de là-bas, et je suis hyper fière aujourd'hui d'être aussi assimilée à ça. Mais voilà, j'aimerais juste que les gens aient des prismes différents et essaient d'enlever leurs lunettes de biais pour regarder les choses telles qu'elles sont, plutôt que d'assigner, d'essentialiser finalement un style, etc. à ceci ou à cela, quoi. Parce que je suis asiate que je fais de la K-pop. Voilà, point. Je trouve qu'il y a une consommation extrêmement superficielle de nos cultures aujourd'hui, dans les cultures mainstream, j'entends, parce que évidemment, je vais pas mettre tout le monde dans le même sac. Je sais qu'il y a des gens qui sont passionnés d'Asie en profondeur, qui cherchent à comprendre justement les histoires et tout, mais c'est pas du tout le cas de tout le monde. Enfin, moi, je vois dans la musique qu'il y a plein de choses qui sont empruntées. Voilà, des musiques traditionnelles asiatiques au sens large, mais qui sont complètement mélangées dans tous les sens. Enfin, tu vas avoir je sais pas, des vêtements japonais mélangés à des mots japonais et à des trucs qui sont plus viettes, etc. Les gens comprennent rien et cherchent pas à comprendre et s'en foutent, et c'est un peu fatigant, ouais. C'est un peu fatigant d'avoir juste la sensation d'être emprunté que pour du fun, quoi. Nos cultures, elles sont hyper riches, hyper complexes, et oui, les Chinois, c'est un peu un pied de nez de ça, enfin c'est un peu un pied de nez à ça. C'est un peu arrête de tout mélanger. Enfin, il y a une scène dans le clip où je jette un banh mi, des nems. Enfin, c'est un peu voilà, et limite on pourrait touiller le truc, tu vois. Et je me rends compte que voilà, à l'âge que j'ai, je suis hyper contente d'avoir embrassé tout plein de choses dans ma vie, mais je suis contente aujourd'hui de me réapproprier en fait mes cultures et de comprendre que tout ce que mes parents m'ont légué et tout ce que nos ancêtres nous ont légué avant a une putain de valeur, en fait. Et moi, tout ce que j'ai envie de faire, c'est transmettre cette valeur-là à tout le monde, pas que aux personnes asio-descendantes, à tout le monde, parce que je pense que nos cultures ont des choses incroyables à apporter au monde, et j'en suis hyper convaincue, et de plus en plus, quand je vois le monde tel qu'il existe aujourd'hui, je trouve qu'on a justement perdu cette espèce d'équilibre de comprendre qu'il faut à un moment donné dézoomer et avoir l'humilité de comprendre qu'on fait partie d'un tout. Et je trouve que les cultures asiatiques sont hyper connectées à ça. Et voilà, et aujourd'hui j'ai envie de ça, j'ai envie de montrer à quel point, quelque part, le développement individuel que l'Occident nous permet, chose que l'Asie nous permet peu, est hyper important pour se trouver soi, s'individuer, comprendre qui on est, etc. Mais qu'une fois que ça s'est fait, l'individualisme et l'individualité pure ne va nulle part.
Quand le karaoké s'est exporté avec les diasporas, il s'est installé dans des événements et des lieux socioculturels communautaires comme les restaurants asiatiques. Par exemple, aux États-Unis, à la fin des années 90, c'était un moyen de perpétuer la tradition, mais aussi de pratiquer la langue natale. Pour les diasporas, c'est plus qu'un simple loisir ou une machine, mais un vrai moyen de reconnexion culturelle et intergénérationnelle. Et c'est comme ça que l'héritage vivant et collectif du karaoké perdure et se transmet à travers le cœur, le corps et la voix des communautés asiatiques. On sort de l'industrie de la musique là, mais moi je pense que l'art sert à ça et que du coup on a ça, nous, à notre échelle, à apporter à la société et je pense que c'est important justement de, encore une fois, dézoomer et d'avoir un regard d'ensemble sur qui nous sommes, qui je suis individuellement en tant qu'artiste, qui je peux être dans la société, dans l'industrie de la musique et qui je peux être après à une plus grande échelle et qui, nous, ce groupuscule-là, on peut incarner à une plus grande échelle et c'est pour tout ça que Tiger Bomb existe. Voilà, c'est pas juste ma lubie d'adolescente de créer un collectif, même si ça en fait partie. D'ailleurs, Thérèse m'a dit qu'elle en avait fait plein quand elle était petite, et moi aussi ça a rythmé quelques-uns de mes anniversaires. Bon, et maintenant, on va chanter quelques classiques. Comme si j'avais pris la mer, j'ai sorti la grande voile, j'ai glissé sous le vent. When the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Under my umbrella, Ella, Ella, hey, hey, hey. Under my umbrella, Ella, Ella, hey, hey, hey. Under my umbrella, Ella. J'ai là où l'on m'attend. Je lève, tu iras. Le pays sera toi. J'irai où tu iras. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Et sans vouloir me vanter, j'avais mon petit public. Your love, so gonna let the rain pour. I'll be all you need and more. Non, évidemment, j'ai pas brillé par mes vocalises, mais franchement, c'était un super moment, j'ai trop aimé. Merci à Thérèse d'avoir participé à la vidéo. Ses réseaux sont aussi en description. Un grand merci à Coco et Coco de nous avoir accueillis. Le lien pour réserver des sessions karaoké est dans la description, que vous chantiez plus comme Thérèse ou plus comme moi. C'est vraiment un super endroit pour passer une soirée originale sur Paris avec vos potes ou votre famille.